Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, on peut travailler n'importe où, n'importe quand. Une mutation poussée par le télétravail et accompagnée par les nouvelles technologies. Mais quid de l'énergie? Alors justement, dans l'interview, on découvre aujourd'hui une start-up française qui vient d'annoncer une levée de fonds et qui propose des solutions d'énergie nomade pour pérenniser ce qu'on appelle aujourd'hui le flex office. Et puis, on va parler e-santé dans le talk, un secteur en pleine forme, et oui, pour preuve, deux startups françaises spécialisées en objets connectés vont faire le point avec nous sur ce secteur dynamique qui attire aujourd'hui à la fois les investisseurs mais aussi les talents. Et parce que les voitures aussi sont connectées, on prend la route avec le rendez-vous avec Carole Chartier-Djelaïdia, secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Elle nous livrera les secrets de l'automobile de demain et vous verrez que cette révolution digitale accompagne en réalité déjà nos trajets quotidiens. Et puis on va conclure avec la séquence Et demain et on va parler d'art ou comment des chercheurs aidés d'intelligence artificielle et d'imprimantes 3D ont redonné vie à une œuvre de Picasso. Rien que ça, ce sera en conclusion de cette émission. Voilà pour le programme. On démarre avec votre émission Smart Tech. Aujourd'hui, il existe très peu de barrières à la connectivité, sauf peut-être cette petite lumière qui clignote en bas de l'écran et qui nous annonce finalement que notre batterie est HS. Parce que, aussi avancées que soient ces technologies, elles ont toutes le défaut finalement d'avoir besoin d'énergie. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle les énergies nomades et c'est votre spécialité. Maxime Cousin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes le président directeur général de la start-up Au Sol, une spin-off du CNES et de l'Agence spatiale européenne et vous êtes spécialisé dans l'énergie nomade, éco-responsable, une solution zéro câble. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Pour reprendre le contexte, à la base, comme vous le disiez, on est une spin-off de l'Agence spatiale européenne. Donc, à l'origine, on utilisait des technospatiales sur Terre pour créer des solutions d'énergie nomade pour l'ONG, pour des contextes outdoor, urgentistes, donc des générateurs solaires pour remplacer le groupe électrogène. Et de fil en aiguille, on a été appelés par le segment de l'immobilier tertiaire afin de remplacer globalement leur prise. Donc aujourd'hui, on va vers un immobilier de plus en plus flexible, des aménagements d'espace de plus en plus modulaires, de plus en plus évolutifs, et on a des collaborateurs qui bougent de plus en plus. Et tout bouge, sauf l'électricité. Et c'est ça le problème qu'on va adresser aujourd'hui. Donc quand on dit zéro câble, c'est ça que ça veut dire ? Exactement. L'idée, c'est de pouvoir avoir de l'énergie partout. La vision, le rêve, c'est de se dire on veut transformer et créer finalement à l'électricité ce que le Wi-Fi est à Internet. Une solution qui permet d'être alimentée partout et de pouvoir créer un poste de travail à partir de n'importe quelle surface. Mais alors, il y a déjà des batteries portables qui existent, qui commencent à se présenter sur le marché, qui existent en fait depuis déjà quelques temps. Qu'est-ce qui vous démarque avec votre solution ? Oui, exactement. Maintenant, en fait, nous, on intègre, finalement, c'est une des dimensions du produit aujourd'hui, même de la solution globale qu'on met en place sur le marché. Donc, on a du stockage, mais à l'inverse de batteries qu'on pourrait trouver, par exemple, sur Internet, qui permettent d'alimenter son smartphone, on a quelque chose de très puissant qui peut alimenter un ordinateur, qui peut sortir du 220 volts, qui peut récolter de la donnée sur les usages, sur les mouvements, sur la compréhension de l'utilisation du lieu et du poste de travail, et qui, demain, seront capables d'interfacer aussi des nouvelles technologies qui permettent finalement de pouvoir travailler avec toute la technologie dont on a besoin, comme au bureau, dans le bureau, mais aussi ailleurs du bureau. Il manquait cet élément technologique, en fait. Exactement. En fin de compte, c'était un problème qui était vécu par tout le monde, mais pas forcément adressé et même pas forcément conscientisé. Et c'est ce qui a été assez drôle de prime abord, en fait, c'était de remplacer des choses que des gens comprenaient assez difficilement. Finalement, quand on allait voir les premiers grands comptes, ils nous disaient oui, mais nous, on n'a pas forcément ce problème ou autre. Et en fin de compte, en creusant, 100% des entreprises avec qui on parlait nous ont dit en fin de compte, c'est un problème énormissime. C'est juste qu'on l'a oublié tellement on n'avait pas pensé à ce qu'il puisse y avoir une solution qui finalement est relativement simple. Et votre solution, elle est universelle ? Elle est universelle, ça permet d'alimenter n'importe quel ordinateur. Et puis aujourd'hui, on commence même à se différencier, à aller sur d'autres équipements qui demandent parfois plus d'énergie ou autre, avec des solutions plus importantes, plus puissantes. Comment vous faites pour alimenter chaque ordinateur ?
Alors, on a différentes sorties. On a par exemple du 220 volts sur lequel on va aller brancher sa prise. Donc là, globalement, n'importe quel ordinateur peut directement se brancher sur une prise nomade finalement, au même titre que l'on l'aurait sur le mur. Et derrière, aujourd'hui, on a un nouveau standard qui arrive dans l'industrie, c'est l'USB-C. Donc ça, c'est une petite révolution. D'ailleurs, aujourd'hui, ça passe même sur les smartphones. Apparemment, Apple a été contraint aujourd'hui d'intégrer ce port sur tous ses nouveaux téléphones. Et ça permet d'avoir une standardisation de la connectique. Et ça, c'est un gros levier pour nous pour pouvoir non plus remplacer la prise et la rendre nomade, mais même remplacer le chargeur du collaborateur. Et c'est vraiment la mission aujourd'hui, c'est de se dire qu'on a une station dans laquelle on a 10 unités qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des workpods, qui permettent de fournir de l'énergie et plein d'autres choses, et qu'un collaborateur va trouver dans son parcours, au sein de son entreprise, de son coworking, de son école, de sa collectivité, etc., etc. Il va la débloquer à l'aide d'une application smartphone ou d'un badge, la connecter à son ordinateur et pouvoir bénéficier d'une journée entière d'énergie. L'histoire derrière la naissance de cette start-up, elle est assez intéressante. Je crois que tout a commencé au CES de Las Vegas. Exactement. Racontez-nous. Elle est un petit peu insolite en fait parce qu'il faut savoir que mes associés et collègues et moi, on a toujours été digital nomades dans l'âme. On a toujours aimé beaucoup bouger, voyager. On a toujours eu cette problématique d'énergie à l'aéroport, à l'hôtel, dans un coworking. Et on ne l'a vraiment jamais adressé, ce qui était assez paradoxal et même ironique, vu que nous-mêmes, on travaillait dans rendre l'énergie nomade, mais on n'adressait pas notre propre problème. Et on s'est retrouvé en 2020 au CES de Las Vegas, dans lequel on a eu de la chance d'aller grâce à la région Sud qui nous a invités. Et on s'est retrouvé là-bas, assis par terre, à devoir pitcher à l'époque le directeur innovation du groupe Engie, parce qu'il n'y avait pas de prise. Et du coup, ça a été une rigolade. Nous, on a rigolé jaune sur le coup, parce qu'on s'est dit, bon, on est assis par terre, on a pitché un grand compte. On n'a pas l'air très professionnel, mais en fait, c'est exactement ça. Et il n'y avait vraiment pas le choix. On avait un stand sur lequel il y avait une prise, mais beaucoup trop de bruit. Et en fait, dès qu'on allait s'isoler, il n'y avait pas nécessairement un moyen de pouvoir être alimenté. Et sur le coup, ça a été la réflexion de la personne en face de nous dire, les gars, vous faites de l'énergie nomade. Dans les événements, il y a peut-être des problèmes. Et en fait, de là, s'en est suivi toute une série d'interviews avec des événements. Donc le CES, le Web Summit, Vivatech et d'autres. Il y a eu le Covid 2 mois après, donc l'événementiel, c'était plus forcément le meilleur segment. Non, mais le télétravail est arrivé. C'est ça, mais l'idée de base restait la même. Et on a eu à ce moment-là une chance inouïe de tomber sur des personnes qui ont vraiment eu un rôle mentorant pour nous. On peut parler de Flore Prader, par exemple, qui est la directrice de recherche aujourd'hui chez JLL, une des grosses entreprises de l'immobilier tertiaire, des acteurs de l'aménagement d'espace, des directeurs d'environnement de travail, des RH, qui nous ont dit, mais en fait, ce que vous essayez de faire pour l'événementiel, on en a besoin aujourd'hui dans l'immobilier tertiaire. Avec tout ce constat de passage sur un immobilier de plus en plus flexible, de plus en plus nomade, de plus en plus hybride, et pour le coup, un constat d'une non-présence de systèmes qui peuvent permettre de s'adapter totalement. Alors aujourd'hui, vous avez fait un peu de chemin, vous venez de réaliser une levée de fonds. Auprès de qui? Vous avez fait l'annonce ce matin. C'est ça, exactement. On a fait l'annonce ce matin. C'est vrai que la levée de fonds, ça a été une première étape, on va dire, dans la vie d'une start-up. On l'a réalisée auprès de Business Angels. On n'est pas allé voir des fonds d'investissement. Premièrement, on s'est dit qu'on allait surtout essayer d'attirer des personnes qui étaient des entrepreneurs, qui elles-mêmes allaient nous apprendre à entreprendre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est jeune, c'est notre première entreprise. Il y a probablement plein d'erreurs qui vont pouvoir être évitées par l'expérience de ces personnes. Donc aujourd'hui, on a créé finalement un groupe d'anciens entrepreneurs ou d'experts de l'immobilier qui aujourd'hui ont investi dans l'entreprise et nous accompagnent dans la croissance. Alors il y a une autre nouvelle que vous nous annoncez aujourd'hui en avant-première ici. Elle concerne un prix. Oui, exactement. C'est le Janus du design. C'est un prix qui est organisé par l'Institut français du design et le ministère de l'Industrie et qui décerne à des entreprises un prix de design qui n'est pas seulement sur l'aspect esthétique du design, mais la prise en compte de ce qu'ils appellent les 5 E, qui sont globalement l'économie, l'éco-responsabilité et pas mal d'autres dimensions qui permettent de juger d'un design comme étant quelque chose de durable dans le temps. Et aujourd'hui, on est la seule réelle petite start-up finalement qui siège avec ce prix face à des grands comptes. Donc ça a été une super expérience. Et aujourd'hui, il nous accompagne aussi dans toutes ces problématiques de production, de design produit, d'éco-responsabilité. Et il nous aide à prendre une image un petit peu plus de hauteur, avec une vue un petit peu plus holistique pour ne pas rester le nez dans le guidon, mais plutôt avancer avec quelque chose de périn. Est-ce que vous êtes convaincu que le future of work, comme on dit, le monde du travail de demain, ce sera de travailler partout, tout le temps d'une certaine façon, parce que c'est ce que ça implique aussi, c'est le risque qui est derrière. Donc est-ce que vous pensez que cette mutation va durer ? Alors oui et non. Premièrement, je pense que cette mutation, on a tendance à la généraliser, mais elle ne s'applique pas à toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a des jobs qui ne sont pas du tout adaptés au télétravail, par exemple. Des personnes qui travaillent en caisse, des personnes qui travaillent en réception
n'ont pas forcément intérêt à faire leur travail à distance. Donc déjà, il faut séparer un petit peu les activités. Pour les personnes qui peuvent se le permettre, notamment des activités tertiaires par exemple, je pense que c'est quelque chose qui va durer. Mais aujourd'hui, il faut venir mettre ça en parallèle de l'individu, qui par défaut est singulier et donc a des problématiques qui lui sont propres, pour le coup, et l'entreprise. Le modèle hybride, c'est pas des digital nomades qui sont les pieds en éventail sur une plage d'un côté et des personnes qui sont totalement fixes dans leur bureau. C'est en fait un continuum. Exactement. Et en fait, un des rôles de l'entreprise aussi, c'est de permettre à chacun d'explorer sa place sur ce continuum. Et des fois, on va être plus ou moins flexible en fonction de la journée, en fonction des problématiques, si on a des enfants, et surtout du travail effectué. Donc l'idée, c'est pas tant que ces usages s'imposent dans le quotidien des travailleurs, mais que ces solutions puissent être proposées par les entreprises, en fait. C'est donner les moyens aux entreprises de pouvoir proposer diverses façons de travailler. Exactement, et c'est exactement aujourd'hui la réflexion des entreprises. C'est pas de se dire on passe en tout digital nomade, on passe en seulement présentiel. En fait, on se rend compte, et le constat assez général, c'est que, le bureau, il n'est pas mort. Il a encore un énorme sens aujourd'hui. Par contre, le bureau d'hier, ce qui est sûr, c'est qu'il est mort. Donc aujourd'hui, on fait face à un nouveau rôle du bureau qu'on est encore en train d'explorer. Certains disent qu'ils savent lire dans le futur. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a vraiment la réponse. Et donc, ce qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui, c'est une capacité à comprendre, donc de la donnée, à analyser les usages, et une capacité à créer un espace de travail qui va être évolutif dans le temps. Et c'est aussi aujourd'hui la part de notre rôle. C'est de se dire comment est-ce qu'on conçoit quelque chose où on sait déjà pertinemment que dans 6 mois, ce ne sera plus la bonne option parce que les choses auront bougé et on le fait évoluer. Alors, en parlant de ces évolutions, avec cette levée de fonds, l'objectif, c'est aussi d'aller à l'international ? Exactement. Oui. Et est-ce que cette question-là de la mobilité, de la flexibilité, ce n'est pas une question de culture ? Est-ce que ça va changer quelque chose d'aller à l'international et de rencontrer d'autres cultures qui n'ont peut-être pas du tout la même vision du travail ? Je pense que le travail est tout le temps, et vraiment, je vais rarement dire une généralité aussi grosse, mais je pense qu'à 100%, c'est lié à la culture. Et c'est lié à la culture, premièrement, de l'entreprise, et deuxièmement, la culture du pays. Donc forcément, il va y avoir des différences culturelles. Par contre, ce qu'on observe, c'est que de façon assez générale et massive, on va vers un mode de travail de plus en plus hybride. Encore une fois, c'est permis parce que activité tertiaire, etc. Mais des curseurs seront à bouger. Et encore une fois, c'est là que le mot-clé flexibilité vient. On ne va pas répliquer un modèle à 100% et même au sein d'une même entreprise. Il y a quelques semaines, on parlait avec une entreprise qui s'appelle Amadeus, par exemple, qui ont mis en place des aménagements assez disruptifs, assez flexibles, assez modulaires. Mais le premier constat qu'ils nous ont dit, c'est en fait, on ne peut pas dupliquer ça partout dans le monde parce qu'entre un bureau qui va être à Bangalore et un bureau qui va être à Madrid et un bureau qui va être à Paris, la culture est différente. Et donc, aujourd'hui, ce qui compte, c'est de définir une trame qui va pouvoir accueillir de la flexibilité justement pour pouvoir dupliquer et coller. Et c'est un peu la problématique aujourd'hui de certaines directions RH, direction générale, d'aller se dire on veut prendre un modèle et l'imposer, VS d'autres qui se disent nous ce qu'on veut c'est coller au plus proche aux besoins de nos collaborateurs, donc comment est-ce qu'on s'y adapte. Et donc on crée un modèle assez flexible pour être adapté aux problématiques locales qui sont vécues par nos collaborateurs. Alors, on en a parlé en introduction. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce point. Votre start-up, c'est un spin-off à la fois du CNES et de l'Agence spatiale européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même un petit peu plus qu'est-ce que le spatial vient faire ici ? Alors en fait, ça a été le point de départ. Il y a quelques années, mes associés et moi, on a remporté un concours qui s'appelait l'Act in Space, qui était organisé par l'ESA et le CNES. Et l'idée de base, c'était de faire ce qu'on appelle du transfert de technologie, utiliser des brevets spatiaux sur Terre. C'est comme ça que l'entreprise est née. Et la vision de base, c'était de se dire, avec une vision assez idéaliste du monde, de se dire, OK, on veut supprimer les générateurs à essence. Et on voulait tous partir en ONG à ce moment-là. Donc on s'est dit, premier marché, c'est l'ONG. On va l'attaquer ensemble. Et en fait, de là, on a utilisé des technologies spatiales pour créer des générateurs solaires déployables. C'était des systèmes de technologie de déploiement qui étaient utilisés sur des satellites. Finalement, ces technologies n'étaient pas totalement transposables. Donc on a dû développer notre propre technologie, la breveter. Finalement, assez ironiquement, on est retourné dans le spatial parce que certaines de nos technologies qu'on avait développées sur Terre, on nous a demandé de les transposer sur des satellites. Donc, on a un petit peu de nous dans l'espace aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte que cette vision, elle était relativement beaucoup plus grande que ce qu'on imaginait, de se dire finalement, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'énergie pour travailler. C'est peut-être un des seuls points communs qui nous unit tous aujourd'hui. Et qui lie tous les secteurs. Exactement. Et donc, l'ONG, c'était une brique.
Et désormais, on s'est dit comment est-ce qu'on le transpose à d'autres briques. Donc ça peut être l'ONG, du militaire, de l'immobilier tertiaire, même du plaisir finalement, des gens qui ont aussi besoin, dans le cadre de leur voyage, dans le cadre de leur activité de photographie par exemple, de pouvoir être alimentés. Et l'idée pour nous, c'est d'aller adresser toutes ces personnes. Merci beaucoup Maxime Cousin, président directeur général de la start-up Osol, d'être venu sur le plateau de Smartech. C'est l'heure du talk tout de suite dans votre émission. La santé serait-elle le nouvel Eldorado des startups françaises? Les technologies innovantes et les startups florissantes, en tout cas, ne se lassent pas d'attirer les investisseurs. Pour en parler, une startup qui propose des solutions connectées dans le domaine de la e-santé. Je vous en avais annoncé 2 pour l'instant. Nous ne serons accompagnés que de Minley à distance, directeur général de PK Vitality, une entreprise française spécialisée dans les bio-wearables, santé et sport. Vous avez développé la K-Watch Glucose, une montre qui permet aux diabétiques de mesurer leur taux de glycémie à tout moment et sans prise de sang. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui différencie un accessoire connecté comme ceux que vous proposez des accessoires électroniques qui existaient déjà pour mesurer, par exemple, le taux de glycémie, qui existe déjà dans le secteur de la santé? Alors, effectivement, dans le secteur de la santé, il y a différents produits qui permettent de mesurer sa glycémie. Traditionnellement, il y a les lecteurs de glycémie capillaire, vous en avez peut-être déjà croisé. On se pique le bout du doigt, une goutte de sang sur une bandelette qu'on met dans un lecteur. Ça prend quelques minutes à chaque mesure. Les patients diabétiques doivent le faire de 2 à 10 fois par jour. C'est un produit qui est globalement détesté par tous ceux qui l'utilisent, et c'est pour ça que les patients respectent peu le nombre de fois qu'ils doivent le faire, et ça implique, de par ce fait, une moins bonne surveillance glycémique et donc des variations plus grandes et donc des complications relativement fortes qui peuvent aller jusqu'à l'amputation ou même la mort sur les patients diabétiques. Et depuis quelques années est apparu ce qu'on appelle des moniteurs de glycémie en continu. Donc c'est des patchs qui sont en haut du bras ou sur l'abdomen et qui offrent un service beaucoup plus simple d'utilisation et d'avoir une surveillance glycémique en continu avec une courbe, donc de mieux apprécier comment se passe son évolution glycémique en fonction de tel ou tel repas ou en fonction de l'activité. Et nous, on s'inscrit dans la prolongation de cette première révolution en faisant une nouvelle révolution, c'est-à-dire que ce n'est pas un patch qu'on va mettre en haut du bras ou sur l'abdomen, mais ça se présente sous la forme d'un wearables et d'un élément qu'on va se mettre sous la montre et qui va être complètement invisible, complètement sans douleur et complètement intégré à la vie des diabétiques. Donc ce qui change finalement, c'est l'usage. C'est en fait, cet objet va disparaître. Cette nécessité de prise de sang va disparaître. C'est ça qui fait la différence entre les objets d'aujourd'hui et les objets d'hier dans la santé? C'est ça en fait, ce que nous on est une société un petit peu à part. On est un mélange d'expériences de gens qui viennent de l'électronique grand public et de gens qui viennent de la medtech, des dispositifs médicaux. Quand vous pensez dispositifs médicaux, vous pensez rarement plaisir, vous pensez rarement simplicité d'utilisation. Donc c'est ce que l'on amène dans les dispositifs médicaux. C'est un produit que l'on veut aussi simple qu'une smartwatch, qu'une montre connectée classique, même plus simple, puisque la population ciblée n'est pas forcément celle des geeks qui vont acheter aujourd'hui des montres connectées. Et c'est un produit que l'on veut voir disparaître dans l'usage. Il faut se rendre compte que quand on est patient diabétique, c'est quelque chose que l'on va vivre à vie. C'est une charge mentale extrêmement forte. Et l'objectif de PK Vitality est de faire diminuer cette charge mentale et plutôt de faire en sorte que la maladie soit la moins présente possible avec un service le plus fort possible pour le patient. Vous avez choisi une techno wearable. Pourquoi elles séduisent autant aujourd'hui, ces techno wearables? On parle de montres connectées partout, de bracelets, parfois de bandeaux sur la tête quand il s'agit du sommeil. Pourquoi ça séduit autant? Alors, il y a différents produits. C'est qu'effectivement, déjà, wearables, parce que c'est pour faire du suivi en continu, c'est vrai qu'il faut en général porter quelque chose.
Les technos de type montre connectée séduisent autant dans la santé parce que c'est un produit que l'on a déjà, c'est pas un produit supplémentaire. C'est toute la différence que l'on peut par exemple avoir entre l'adoption de montres connectées ou par exemple d'un bandeau. Un bandeau, ça peut être bien, comme c'est un produit supplémentaire que l'on va porter la nuit. Une montre, c'est un produit courant que les gens ont l'habitude d'avoir, et donc c'est pas un usage nouveau, c'est un usage qu'on transforme et sur lequel on vient ajouter une fonctionnalité. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on fait disparaître quelque chose qui emmerde le patient, se piquer le doigt ou avoir un patch en haut du bras, et on intègre ça dans un produit qui existe déjà, qui est déjà accepté, pour lesquels les gens ont déjà les codes, et c'est ce qui fait la beauté de ce type de produit. Alors finalement, Mathieu Letombe va se joindre à nous, PDG de Weezings, qui a pu rejoindre ce talk aujourd'hui dans Smart Tech. Vous proposez, vous aussi, des solutions connectées, à vrai dire toute une panoplie de montres connectées. Il y en a pour mesurer le sommeil, pour mesurer son électrocardiogramme ou encore simplement son activité physique. Vous êtes avec nous à distance. Est-ce que vous nous entendez, Mathieu Letombe ? Oui, très bien. Bonjour à tous. Alors, même question à vous. Pourquoi les techno-wearables séduisent autant le public ? Je pense qu'il y a... je vais faire une différence entre les wearables et peut-être les objets médicaux. Nous, aujourd'hui, on est plutôt sur un segment, sur un wearable médical. Et je pense qu'il y a eu un vrai changement chez nos consommateurs sur les dernières années. Alors, en partie lié au Covid, mais même avant, on avait senti ce signal, qui est d'être capable, au-delà d'une montre, de pouvoir mesurer d'autres paramètres, comme avant tous les pas au tout début, puis le sommeil, et aujourd'hui, prendre un électrocardiogramme ou être capable de mesurer son taux d'oxygène dans le sang. Donc une volonté de mesurer, mais aussi une volonté de s'améliorer, de prendre conscience que la santé, elle peut être mesurée au quotidien et accessible à tous. Le choix que nous on a fait, c'était de faire ça dans une vraie montre horlogère, parce qu'on pense que si nos utilisateurs veulent garder leurs produits et pouvoir mesurer sur le long terme, il faut pouvoir leur offrir des solutions qui rentrent aussi dans leur style de vie. Donc c'est pour ça que nous on a mis un accent assez fort sur le design, sur la durée de vie de la batterie, pour pouvoir les accompagner au quotidien sur le long terme. Alors plus généralement, pourquoi ce secteur, le secteur de la santé, est synonyme de croissance des entreprises ? Vous nous raconterez votre parcours ensuite. Mélanie, est-ce que vous voulez répondre en premier à cette question ? On est sur un secteur, nous sur le diabète, on va dire, qui est malheureusement extrêmement porteur. C'est 460 millions de patients diabétiques, 700 millions prévus en 2040. Avec des besoins donc en termes de surveillance glycémique qui sont croissants. C'est l'un des premiers postes de dépenses de santé dans le monde. Ça va être une vingtaine de milliards en France, simplement pour tout ce qui est spécifiquement pour les patients diabétiques. Et donc, il y a un double effet. Global, il faut diminuer la charge mentale des patients et diminuer la facture globale. Ça, c'est un double enjeu qui est d'un côté sociétal et de l'autre côté vers les patients eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a un nombre croissant d'entreprises qui s'inscrivent dans cette démarche pour essayer de simplifier la vie des patients tout en diminuant le coût. Et le coût n'est pas simplement dans les produits qu'on propose, mais le coût, c'est éviter l'hospitalisation. C'est comme dans le Covid, vaut mieux prévenir que guérir. Pourquoi maintenant ? Pourquoi la croissance du secteur de la santé est plus forte maintenant, Mathieu Letombe ? C'est une bonne question. Pour rejoindre l'autre intervenant, nous aujourd'hui on suit l'hypertension, on suit l'apnée de sommeil, qui sont des maladies chroniques qui ont une grande prévalence auprès des Français et ailleurs. Je pense qu'il y a aussi les outils qui le permettent de plus en plus facilement. Et on a compris que ces outils permettent de réduire la facture, donc c'est évidemment poussé par certains gouvernements d'utiliser ces objets, mais aussi de limiter, on va dire, l'impact de ces maladies chroniques sur les gens qui en souffrent, de leur faciliter la vie. Donc il a aussi fallu des technologies
Et peut-être, on va dire qu'au début, pour suivre, si je prends l'hypertension comme exemple, il fallait aller chez son médecin, puis il y avait des outils qu'on pouvait utiliser à la maison, mais qui vous rappelaient un peu l'hôpital. Et ces outils, ils évoluent en permanence, et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un stade où ces outils, déjà, ils nous rendent moins malades, on se sent moins malade en les utilisant, et on se sent vraiment acteur de sa santé, plutôt que de la subir, ou plutôt que d'aller tous les 6 mois chez un médecin qui nous rappelle juste qu'on est malade. On peut la comprendre, et on peut avoir un impact dessus. Et je pense que ces technologies, et tout le travail qui a été fait même sur le côté digital de l'accès à l'information pour comprendre sa maladie ou pour éviter d'être malade, sont beaucoup plus accessibles qu'ils ne l'étaient avant. Alors en fait, si je comprends bien, c'est le croisement entre la maturation des technologies disponibles aujourd'hui, l'éducation aux solutions qui existent, et puis aussi le financement, parce qu'il faut des investisseurs pour lancer son entreprise dans le secteur de la santé. Minley, vous êtes tourné vers la Commission européenne ? Alors effectivement, on a eu plusieurs sources de financement. On a eu des tours avec des business angels, puis un industriel. Et plus récemment, nous avons eu la chance d'être sélectionnés dans un grand programme, le plus grand programme européen de financement qui s'appelle le ICA Accelerator, un mélange de subventions et d'investissements en actions. Donc maintenant, nous avons la Commission européenne, à travers le ICA Accelerator, qui est actionnaire minoritaire de PK Vitality. Et demain, ce sera d'autres actionnaires qui vont venir, car c'est un secteur qui est extrêmement capitalistique. Oui. De votre côté, Mathieu, vous avez réalisé une levée de fonds de 53 millions en pleine crise sanitaire. Comment vous expliquez le succès d'une telle réussite ? Alors, on comprend bien qu'il y a un enjeu sanitaire, mais est-ce qu'il n'y avait pas plutôt un effet anxiogène à aller davantage vers des solutions qui vont nous parler de santé ? Ou au contraire, c'était porteur ? C'était déjà porteur, et en fait, la télémédecine existait avant le Covid. C'est juste qu'elle en était encore qu'à ses débuts. Mais si on regarde d'autres marchés comme les États-Unis, ils ont aussi 2-3 ans d'avance sur ce sujet-là. Le Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Et au-delà de la crise sanitaire, il y avait déjà des plans massifs de digitalisation de la santé qui étaient lancés par les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et maintenant la France. Donc, je pense pas que le Covid a accéléré les choses, mais je pense que ce mouvement, il était déjà en marche, parce que il a été démontré que quelqu'un qui se pèse, comprend son poids, quelqu'un qui suit son hypertension lui-même plutôt que tous les 6 mois, il va avoir plus tendance à prendre ses médicaments d'hypertension, que quelqu'un qui est conscient de son poids, il va être moins à risque pour le diabète, et qu'en fait, toutes ces maladies chroniques-là, elles coûtent énormément cher, extrêmement cher à la sécurité sociale ou aux assurances, mais elles coûtent aussi très cher aux patients qui en souffrent. Et donc, je pense que ce mouvement était déjà en marche. Il avait déjà été démontré qu'il avait un impact, et donc il s'accélère évidemment grâce au Covid, mais il s'accélérait déjà avant la crise. Mais alors, est-ce que ces technologies françaises, celles que vous représentez aujourd'hui, sont suffisamment matures pour concurrencer les technologies qui nous viennent, par exemple, des États-Unis ou de la Chine sur le marché ? De notre côté, oui. Nous, on est utilisé dans des programmes de santé qui sont reconnus par les États aux États-Unis, qui sont remboursés par la sécurité sociale américaine ou par des assureurs. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde global où chacun peut avoir la chance d'être un acteur majeur de ce marché. Et aujourd'hui, nous, on sait se démarquer avec avec nos produits. C'est pas difficile, Mathieu Lecombe, de se faire une place sur ce marché-là ? Non, je pense que le monde a évolué, et en fait, le fait qu'on soit une marque très forte auprès de nos clients finaux a permis de démontrer que ces produits-là avaient un impact, et donc aujourd'hui on est choisi par certains éléments du système de santé américain pour pouvoir suivre leurs utilisateurs. Je pense que l'important, c'est de respecter les règles. Donc de respecter les règles en vigueur sur place avec la réglementation, qu'elle soit sur les produits médicaux ou sur l'hébergement des données de santé, qui est un enjeu majeur. Mais aujourd'hui, on sait parfaitement sortir notre épingle du jeu. Et oui, je pense que... Minley, justement, cette question de la réglementation française et européenne, est-ce qu'elle est plus propice ou moins propice, justement, à créer un marché dans le secteur de la santé ? Alors, il y a des avantages et des inconvénients à être européen. On a des avantages parce que c'est vrai que pour commencer une start-up, c'est en général assez simple pour trouver du financement. C'est beaucoup plus compliqué, enfin, ce qu'on appelle le scale-up quand on grandit,
parce que là, les fonds sont un peu moins présents. D'un point de vue purement réglementaire, les difficultés entre l'Europe et les États-Unis sont assez différentes. Sur les États-Unis, vous avez la FDA et en Europe, c'est le marquage CE. Et après, il faut des autorisations dans chacun des pays. Maintenant, quand on parle de remboursement, c'est peut-être 27 pays, mais aux États-Unis, c'est 1000 assurances. Donc, les difficultés sont différentes. Aujourd'hui, des acteurs comme WeThings ou comme PK Vitality, on se doit d'être global. Les investissements sont relativement importants. On ne peut pas penser Île-de-France, France ou Europe. On est obligé de penser avec les mondial. investissements. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec les investissements étrangers, ce sera le mot de la fin, de perdre le savoir-faire français et les entreprises françaises ? Il faut savoir attirer les investisseurs étrangers aussi. C'est mieux effectivement si c'est des investissements européens, mais avoir un investisseur américain à un moment dans son capital qui permet de mieux comprendre l'écosystème américain, c'est en général pour une start-up comme la nôtre un passage obligé. Ce qu'il faut probablement essayer d'éviter, c'est que toutes les pépites françaises, les futures licornes, soient à un moment ou un autre rachetés par plus gros que soi, et en général les plus gros sont des Américains, donc il faut essayer de concentrer ses efforts sur les sociétés qui vont pouvoir être les leaders de demain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce talk. Merci Minley, directeur général de PK Vitality, et Mathieu Leton, PDG de WeThings. C'est l'heure de prendre la route aujourd'hui parce qu'on a rendez-vous avec l'innovation, avec notre chroniqueuse. Vous êtes de retour sur Smart Tech. Alors notre vie sociale, nos tâches quotidiennes sont accompagnées tous les jours par des objets connectés. On l'a vu plus tôt dans le talk, mais c'est le cas aussi jusque dans notre voiture. On compte environ 10 millions de voitures connectées en France en 2021. Avec nous pour en parler, Carole Chartier-Djelaïbia, juriste et membre fondateur et secrétaire général du Cercle de la Donnée. Bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. Alors, qu'entend-on précisément quand on parle de voiture connectée? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une voiture connectée, c'est une voiture ou un véhicule au sens large qui a la capacité à communiquer avec son environnement. Donc, en fait, il y a à son bord un dispositif qui lui permet d'établir une communication sans fil et donc d'envoyer et de recevoir des données. Donc, c'est vrai qu'on parle principalement de la voiture connectée, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, mais il faut savoir que la plupart des véhicules sont connectés, ça va du camion en passant par le vélo jusqu'à la trottinette. Toutes les mobilités. Voilà, toutes les mobilités. Alors, on parle aussi souvent de voitures autonomes. Est-ce que c'est la même chose? Alors non, c'est pas tout à fait la même chose, bien qu'il y ait un lien. En fait, le véhicule autonome, c'est le véhicule. On parle aussi de véhicule à délégation de conduite, puisqu'il y a certaines fonctionnalités du véhicule qui sont déléguées à une intelligence. Donc, il y a par exemple, on connaît la voiture qui se gare toute seule, et puis il y a différents degrés d'autonomie pour atteindre le véhicule totalement autonome. Aujourd'hui, on en est simplement à des navettes qui circulent sur certaines aires fermées. Mais et voilà, c'est la destination finale, si j'ose dire, la voiture autonome. Alors, vous avez évoqué un service. Est-ce que vous pouvez nous donner un panel de services que permettent ces voitures connectées aujourd'hui? Oui, alors les premiers services, parce qu'on pense toujours à des technologies très futuristes, mais les premiers services, il faut savoir qu'ils sont apparus dès les années 90. Et c'est vrai que ça a été au départ envisagé sous l'angle de la sécurité. Donc, c'était les services d'assistance routière, d'assistance en cas d'accident. Et puis, petit à petit, on a développé tous les services qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça va de la navigation connectée, par exemple, qui nous permet aussi de recevoir le trafic en temps réel, l'entretien, le diagnostic du véhicule, les assurances connectées, et puis également des services à destination, par exemple, des agglomérations. On prend des fois on extrait des données des véhicules dans le but d'améliorer, par exemple, les infrastructures routières. Oui, on traite aussi les données, il faut le rappeler, c'est un sujet qu'on va aborder. On imagine que les constructeurs automobiles ne sont pas les seuls à proposer ces services. Alors, comment des fournisseurs de services tiers peuvent-ils élaborer et proposer des services connectés en lien avec des véhicules qui ne l'ont pas construit?
Effectivement. Donc, qui dit service connecté dit accès aux données du véhicule. Ouais. Et cet accès, il a fallu l'organiser parce que il faut garder à l'esprit, avoir à l'esprit le fait qu'un véhicule connecté, ça ne fonctionne pas comme un smartphone, un ordinateur portable, et puis qu'il y a des implications importantes en termes de sécurité, notamment quand le véhicule roule. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas donner un accès direct au véhicule dans la plupart des cas. D'accord. Et donc, les données vont être débarquées sur un serveur auquel les fournisseurs de services tiers vont pouvoir avoir accès, donc à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires. Et donc, on parle d'ailleurs de véhicule étendu pour désigner le véhicule et le serveur sur lequel on débarque les données. D'accord. Alors, qu'en est-il du conducteur, du propriétaire du véhicule? Est-ce qu'il a son mot à dire dans tout ça, dans tout ce jeu de données? Ah oui, d'ailleurs, c'est surtout lui qui va avoir le dernier mot, puisque il ne faut pas croire que les fournisseurs de services ou le constructeur peuvent comme ça venir se servir dans les véhicules et remonter n'importe quelle donnée. En fait, les données du véhicule sont des données à caractère personnel pour la plupart parce qu'elles sont reliées au VIN, au numéro d'identification du véhicule. Oui. Donc, qui dit données personnelles dit application du GDPR et donc toutes les règles du GDPR s'appliquent, ce qui signifie, pour résumer, qu'en fait, ne peuvent être extraites du véhicule que les données strictement nécessaires au service qui va être rendu. Oui. Donc ça, c'est pour le GDPR, mais après, il y a aussi toute la réglementation e-privacy, en vertu de laquelle, aujourd'hui, on tend de plus en plus à considérer que de toute façon, dès lors qu'une donnée va sortir du véhicule, il faut que le conducteur ait donné son consentement. Mais à la fin, à qui appartient cette donnée? Parce qu'entre ceux qui proposent le service, le constructeur, le conducteur, est-ce qu'on sait à qui appartient la donnée? En fait, je pense qu'on ne peut pas vraiment raisonner en termes de propriété, pour deux raisons. La première, on vient de le dire, c'est qu'on parle pour la plupart du temps de données à caractère personnel. Et donc, il y a un principe qui a un nom très barbare, mais qui en fait est très simple. On parle d'autodétermination informationnelle. En fait, c'est juste le droit fondamental dont dispose l'individu à protéger ses données. Donc, on n'est pas dans un système comme aux États-Unis où les données sont un bien marchand. Même si l'individu peut échanger ses données contre un service, pour autant, ce n'est pas un bien marchand. Et puis la deuxième chose, c'est que ces données, elles sont réplicables. Et donc, une même donnée, elle peut servir à différentes finalités. Donc, voilà, si je prends une donnée GPS, que je l'envoie à un tiers pour un service d'assurance connectée, par exemple, et que je prends la même donnée GPS et que je l'envoie parce qu'elle va servir pour un GPS, par exemple, pour une navigation connectée, on voit bien qu'il ne peut pas y avoir de transfert de propriété. D'accord. Voilà. Donc, la différence est très subtile en fonction de la destination. Exactement. Si je comprends bien. Mais, voilà. Pour autant, ça ne signifie pas que les données ne peuvent pas être protégées. Il y a quand même... Oui, il y a des barrières pour protéger quand même les données des conducteurs. Même s'il n'y a pas de droit sui generis, je dirais, un droit créé explicitement pour les données, il y a quand même, on peut les protéger déjà contractuellement. Certaines données aussi peuvent être protégées par le secret industriel, par des brevets, par du droit d'auteur. Et parfois aussi, on pourrait, à condition de démontrer un investissement substantiel, également obtenir une protection au titre des bases de données. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. On voit que c'est un domaine assez riche en questions et en défis aussi. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, j'imagine. Exactement. Avec l'évolution de la réglementation et l'évolution des technologies, je pense qu'il y aura encore pas mal de travail et d'évolution en matière de données du véhicule connecté. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous donner cet éclairage sur l'automobile de demain, ce à quoi ressemblera la voiture connectée de demain et pour avoir un peu plus d'informations sur nos droits dès aujourd'hui quand on prend le volant dans une voiture connectée. Merci à vous, Carole Chartier-Djelaïbia. Je rappelle que vous êtes juriste et membre fondatrice et secrétaire générale également du Cercle de la Donnée. On poursuit dans Smart Tech avec votre séquence Et demain, à la découverte d'une innovation artistique. Et demain, si on allait explorer le passé grâce à la technologie. Joséphine Dacoury nous parle aujourd'hui de chasseurs de fantômes, si j'ose dire, qui exercent dans les musées et dans les galeries d'art et bien entendu, des dernières technologies disponibles. Regardez.
Vous avez peut-être déjà dû, comme moi, sacrifier la cassette vidéo d'un film de kermesse ou encore de mariage pour enregistrer votre feuilleton préféré par-dessus. Enfin, si vous avez moins de 20 ans, ce procédé vous paraîtra peut-être un petit peu moyenâgeux. Et ce n'est bien évidemment pas de cette innovation que je vous parle aujourd'hui, même si je vous parle bien d'images par-dessus d'autres images et même d'œuvres superposées. Car oui, même les plus grands peintres ont déjà dû recycler des toiles afin de peindre des tableaux par-dessus d'autres tableaux. Et oui, même Pablo Picasso a déjà dû faire des économies. Son célèbre Mangeur d'oursins a été peint en 1946 par-dessus un autre tableau intitulé « Portrait du général Vandenberg ». Et cette toile n'a été découverte que 40 ans plus tard grâce à une radiographie au rayon X. Plus récemment, en 2010, ces mêmes rayons X ont permis de faire une autre découverte, cette fois-ci sous le tableau Le Repas de l'aveugle, emblématique de la période bleue de Picasso. La radiographie de l'œuvre a dévoilé une femme nue accroupie surnommée depuis The Lonesome Crouching Nude. Pas question bien sûr d'arracher le repas de l'aveugle au regard du public pour donner vie à cette femme accroupie. Pas question non plus de ressusciter Picasso pour lui faire recommencer son œuvre. Enfin presque. Parce que 2 chercheurs de l'University College of London ont utilisé le deep learning pour entraîner un algorithme à peindre comme le grand maître. Les chercheurs ont nourri l'intelligence artificielle de dizaines de tableaux datant de la même période, permettant à la machine d'intégrer le style de l'artiste au point d'être capable de le reproduire. Grâce à la technologie XRF qui utilise la fluorescence pour mesurer la composition initiale d'un matériau, les chercheurs ont rendu ces couleurs à la radiographie de la femme accroupie. Notre algorithme apprenti peintre a ainsi reconstitué numériquement le tableau au plus proche de ce que Picasso lui-même aurait réalisé. Et c'est une imprimante 3D qui a finalement donné vie à l'œuvre sur une toile. L'un des 2 chercheurs à l'origine de cette imitation high-tech s'émerveillait d'ailleurs de voir ces coups de pinceau et la couleur et la façon dont les lumières se reflètent. La toile a été révélée au grand public le 13 octobre dernier à la Morph Gallery de Londres. Radiographie, traitement d'images, intelligence artificielle, impression 3D, des technologies toujours plus avancées qui servent à révéler des œuvres perdues, mais aussi à déjouer les effets du temps. L'utilisation de rayons ionisants permet de mieux comprendre l'altération des œuvres d'art et donc d'optimiser leur restauration, voire même de percer certains secrets, comme ceux du sfumato, célèbre technique picturale de Léonard de Vinci, éclairée un peu plus au début d'année 2021, par les analyses chimiques des chercheurs du CNRS sur un échantillon de quelques microns d'épaisseur du chef-d'œuvre La Vierge, l'Enfant et Sainte-Anne. Et d'ailleurs, qui de plus emblématique que Léonard de Vinci pour représenter le pont entre le génie artistique et le génie technologique. Merci beaucoup Jasmine Dacoury. Effectivement, l'art et la technologie font bon ménage et font ressortir le génie, aussi des technologies qu'on arrive à utiliser aujourd'hui pour ressusciter des œuvres d'art. Ici, c'est une œuvre peinte. Demain, ce sera des œuvres écrites. Merci beaucoup. Alors voilà qui conclut donc cette édition de Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve demain sur Bismart avec un programme, un talk riche en sujet, la reconnaissance faciale, le moratoire est-il une bonne idée? On va poser la question à nos invités qui seront en plateau. On aura William Eldin, CEO et cofondateur de la société 12, mais aussi Claire Poisson, avocate en propriété intellectuelle et en nouvelles technologies. Et puis vous retrouverez également Marwan Elfites pour votre rendez-vous Lunchpad. Et puis encore d'autres choses promis au programme de demain avec en conclusion une chronique innovation. On se retrouve donc demain dans Smart Tech sur Bismart. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.